bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de la voiture. Donc première fois que j'essaye dans la voiture comme ça, dis-moi si tu aimes bien ce concept ou pas. Est-ce que j'arrête tout de suite ou est-ce que je continue en mode un peu balade et on discute? Puisqu'aujourd'hui je vais te parler de quelque chose dont je parle en plus rarement, les startups. Donc voilà, je vais te partager en fait le dernier investissement que j'ai fait dans une startup. Je vais te dire tout, cette fois-ci je vais pas cacher quoi que ce soit. Ceux qui pensent notamment, qui veulent savoir mes actions dividendes, des choses comme ça. Là je vais te dire le nom de la startup, il n'y a aucun souci. Puisque de toute façon tu ne pourras plus investir dedans puisque la levée de fonds est terminée. Donc il n'y a aucun risque que tu puisses copier ma position entre guillemets et que ça se passe mal pour toi et que tu viennes te plaindre ensuite auprès de moi. Bref, pourquoi investir dans les startups? Je vais vraiment te parler pendant plusieurs minutes de pourquoi investir dans les startups, comment j'ai trouvé cette startup, pourquoi j'ai choisi d'investir dans cette startup et pas une autre, etc., etc. On va vraiment passer un petit peu de temps ensemble. Alors déjà, voilà, investir dans les startups pour moi c'est une continuité tout à fait logique parce que voilà, il y a un point commun entre tous les gens prospères, entre tous les gens riches dans ce monde, c'est l'equity. L'equity, si tu sais pas ce que c'est tout simplement détenir des parts d'entreprises, par exemple, voilà, des entreprises cotées, des entreprises non cotées. Quand je dis entreprise cotée, c'est tout ce qui est marché financier. Quand je dis entreprise non cotée, ça va être start-up par exemple. Quand je pense à l'equity, je pense également à tout ce qui est immobilier. Bref, tout ça, c'est le point commun de tous les gens riches. Il faut avoir de l'equity et idéalement qui te génère du cash flow, qui te génère des revenus. La différence donc entre l'equity, on va dire coté et non coté, c'est le niveau de risque, on va dire. Quand tu investis dans des entreprises en bourse qui sont cotées, ce sont des entreprises généralement solides. Si elles sont cotées en bourse, c'est qu'elles valent quelque chose, elles ont déjà prouvé leur solidité, elles font beaucoup de chiffre d'affaires, elles ont de la marge, elles savent générer des bénéfices, elles ont potentiellement déjà une marque forte, etc., etc. Si je pense par exemple à ma stratégie en bourse sur l'approche des actions en dividendes, moi c'est des entreprises matures qui sont là depuis des dizaines d'années pour certaines, même plus des fois, qui ont un historique de version de dividendes très élevé. Bref, voilà, c'est, on va dire, safe. C'est mature, on sait à quoi s'attendre, on a tous les bilans comptables, on a les comptes de résultats, etc. À l'opposé, tu as les startups où finalement tout est encore à faire. C'est une entreprise qui vient tout juste de naître, qui a parfois quelques mois, un an, qui est en train de lever des fonds, qui doit peut-être encore gagner de l'argent, qui n'en a encore jamais gagné, qui fait que tu as un résultat net négatif. C'est une entreprise qui n'est pas sûre de survivre, il ne faut pas se voiler la face non plus. Mais voilà, malgré tous ces problèmes, on n'a pas non plus d'historique ou des choses comme ça, mais malgré tous ces problèmes, eh bien, le potentiel de performance de cette entreprise, il est bien plus élevé parce que en bourse, faire un x10, un x100, c'est quelque chose qu'on va dire d'assez rare. Je parle vraiment en mentalité investisseur, je parle pas en mentalité trader. Mais voilà, avec une startup, c'est quelque chose de beaucoup plus courant et limite, j'ai envie de dire, de ce qui est recherché. On cherche à faire un exit. Donc un exit, tout simplement, revendre ses parts à un moment où l'entreprise a bien grossi et où les actionnaires, on va dire, sortent du capital de l'entreprise. Je vais éviter d'essayer de me prendre un bus, voilà. Donc voilà, faire un x10, faire un x100 dans un exit de startup, c'est pas forcément quelque chose de déconnant et c'est même voilà plutôt ce qui est recherché. Du coup, cette startup, comment elle s'appelle? Parce que je sais que tu as envie du coup de savoir, ça s'appelle Grain Technology. Donc tu peux taper ça dans Google, tu retrouveras leur site internet, tu pourras aller voir un petit peu ce qu'ils font, même si je vais te l'expliquer. Grain Technology, donc c'est une startup américaine. Alors malheureusement un petit peu comme les actions américaines qui ont le plus de performance par rapport aux actions françaises, le milieu des startups, l'écosystème startup est bien plus performant aux États-Unis qu'en France également malheureusement. Et c'est pour ça que moi j'investis que dans des startups américaines parce que c'est là-bas qu'il y a le plus d'opportunités et qu'il y a le plus, un meilleur écosystème, plus d'incubateurs. Par exemple, cette startup Grain Technology, elle sort de l'incubateur Y, je sais pas si tu connais, c'est de là-bas qu'est sorti par exemple des Stripe, des Discord je crois, des Airbnb, voilà, des gros noms. C'est un très très gros incubateur. Tu peux également taper le nom dans Google et tu découvriras plein d'informations sur lui. Et donc elle est américaine. Qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Parce que je sais que du coup ça t'intéresse. On va partir d'abord d'un constat aux États-Unis. Il faut comprendre comment ça fonctionne aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un marché qui vit énormément sur la dette. Ça, je t'apprends rien dessus. C'est un marché qui est très endetté, dette de tous les côtés. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé à saouler la nouvelle génération qu'on appelle les millennials. C'est-à-dire que aujourd'hui, notamment, les Américains, ils ont de la dette sur les cartes de crédit. Alors, c'est les cartes de débit, cartes de crédit. Là aussi, il faut faire la distinction parce que nous, en France, voilà, on appelle une carte de crédit quelque chose qui nous permet de dépenser. Et en fait, ça serait le vrai terme plutôt carte de débit. Avec une carte de débit, on ne peut dépenser que ce qu'on a sur la carte et pas plus. Voilà, sauf si tu veux des adios, des choses comme ça. Alors qu'avec une carte de crédit aux États-Unis, au vrai sens du terme, eh bien, la banque peut te faire des crédits et c'est comme ça que tous les Américains se retrouvent extrêmement endettés. Sauf que le problème, c'est qu'aux États-Unis, ces taux d'intérêt sur les crédits que font les Américains, c'est pas des petits crédits, enfin, c'est pas des petits taux d'intérêt comme on a en France. Ça va être du 20%, 18%. Donc là, tu sautes peut-être au plafond, tu te dis, waouh, mec, attends, ils sont en train de payer 18, 20% de taux d'intérêt sur des sommes aux États-Unis qu'ils prennent sur leur carte de crédit. Ouais, c'est la réalité. C'est comme ça, c'est énorme. Je comprends que ça peut choquer, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est que ces millennials ne veulent plus ça. Ils veulent plus suivre ce process qui est pénible, où tu t'endettes très très jeune et où c'est chiant. Ils veulent éviter à mort tout ça.
Le problème, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, tu es noté, tu as un credit score. Je sais pas si tu le sais non plus, mais tu as un credit score et ce credit score permet de juger ta capacité à savoir rembourser des dettes, des emprunts que tu as pu contracter. Et le problème, c'est que si tu veux acheter ta maison ou faire de l'immobilier, il faut que tu puisses montrer à la banque que tu as un credit score qui est bon et montrer à la banque que du coup, tu es en capacité de rembourser tes dettes quand tu en as. Le problème, c'est que ces millennials, ils veulent plus de carte de crédit où ils prennent des crédits avec des 18-20% de taux d'intérêt. Ils ont des cartes de débit où ils dépensent vraiment que l'argent qu'ils ont. Mais le problème, c'est que ils construisent pas un credit score. Et sans credit score, ils sont bloqués. Et c'est de là que vient, c'est de là qu'arrive Grain Technology qui dit ok, on a un souci ici. La nouvelle génération ne veut plus être endettée, mais en même temps, elle a ce problème de ne plus pouvoir construire un credit score pour pouvoir investir dans l'immobilier. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va se positionner comme étant un entre-deux. C'est-à-dire que on va proposer donc à ces jeunes personnes, pas que, finalement de transformer leur carte de débit en carte de crédit à souhait, comme quand ils le veulent. Et nous, grâce à notre algorithme, et c'est là leur valeur ajoutée de l'algorithme, on va déterminer si oui ou non, en fonction de leur historique bancaire, ils seront en mesure de rembourser ce crédit qu'on va leur accorder. Donc, si on résume. Les millennials, ils prennent des cartes de débit pour ne pas faire des crédits dans tous les sens avec des gros taux d'intérêt et pas se retrouver endettés. Et grâce à cette application à laquelle ils connectent leur carte de crédit, leur carte de débit, je m'arrête en plein milieu de la route, il n'y a pas de souci, ils peuvent transformer cette carte de crédit en carte de débit sur des montants de prêt prédéterminés par l'application et l'algorithme qui va dire sur ce montant de prêt, on va pas mettre en danger la personne, elle va être en mesure de rembourser parce que en fait en connectant leur carte à l'application et à l'algorithme, ils vont avoir accès à l'algorithme et l'application à tout l'historique bancaire de ce client là et ils vont pouvoir déterminer des seuils idéaux pour que ça parte pas entre guillemets en couille. Donc ça c'est l'approche qu'a Grain Technology. Maintenant je vais prendre 5 points différents que j'appelle le NECST pour vérifier si c'est une bonne startup ou pas. Généralement, c'est 5 points que je contrôle pour avoir rapidement une idée sur l'entreprise et son produit, son service qu'elle propose pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Le N c'est need, le E c'est entry, la barrière à l'entrée, le C c'est control, le S c'est scale, est-ce que tu peux scaler, et le T c'est time, est-ce que tu peux déléguer. Donc est-ce qu'il y a un besoin? Premier point, le N, need, est-ce qu'il y a un besoin? Bien évidemment, aux États-Unis, ils ont besoin de crédit, ils ont besoin d'argent, ça concerne tout le marché américain sans exception, il n'y a pas un Américain qui n'est pas concerné, donc bon voilà, ça ne concerne pas forcément d'autres pays, mais le marché américain est déjà suffisamment énorme pour pouvoir faire quelque chose de vraiment très sympa, et d'autant plus qu'il me semble qu'il y a d'autres pays où quand même il y a des possibilités de faire ce genre de choses similaires. Mais bref, l'idée c'est vraiment de commencer à attaquer le marché américain. Donc est-ce qu'il y a un besoin? Bien évidemment. À l'heure où je crois il y a 67% des millennials qui ont simplement une carte de débit parce qu'ils veulent plus de crédit, mais où ils ont ce problème de ne pas pouvoir construire le credit score, ça concerne énormément de personnes et je crois que c'est des montants en trillions qui sont concernés sur ces montants dont on parle là. Donc le besoin, il y a clairement besoin. La barrière à l'entrée pour ce business, est-ce qu'ils ont des concurrents? Est-ce qu'ils peuvent se faire inquiéter? Déjà l'avantage c'est que cette société, cette startup, elle est avant-gardiste, elle est vraiment pionnière dans ce milieu. Donc on dit des fois que c'est pas toujours bien d'arriver en premier, mais mieux vaut arriver en premier qu'en dernier, et ils ont vraiment une longueur d'avance pour l'instant, donc ça c'est vraiment sympathique. Donc barrière à l'entrée, on pourrait se dire que tout le monde pourrait faire ça, mais l'idée c'est qu'en fait un algorithme, encore une fois, c'est souvent sous-coté, sous-évalué, mais ça coûte très cher à développer. Ils ont passé énormément de temps à développer cet algorithme et c'est vraiment leur valeur ajoutée, d'autant plus qu'ils ont des partenariats également déjà avec de nombreuses banques qui leur permet en fait de pouvoir prêter de l'argent à leurs clients, puisque quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que ce n'est pas la startup qui va prêter de l'argent aux clients, ils ont bel et bien des partenariats avec des banques, des gros noms aux États-Unis, et donc c'est pas la startup qui prend le risque de prêter de l'argent, c'est bien la banque qui prête l'argent. Finalement, la startup, l'application n'est qu'un intermédiaire dans la transaction et ne prend aucun risque vis-à-vis du bon remboursement ou non de la dette qui va être contractée par le client final. C'est simplement un apporteur d'affaires, et la startup, l'application, elle est rémunérée en tant qu'apporteur d'affaires sur des commissions. Donc sur les commissions qui vont être versées en fonction des montants de crédit et des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui classiques proposent entre 18 et 20% de taux d'intérêt quand tu faisais des crédits avant. Grain propose 12% en moyenne à peu près, avec des conditions qui varient en fonction d'eux, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, il y a un gros gap, 6%, c'est énorme pour les gens et c'est vraiment également là leur valeur ajoutée. Et donc au niveau du contrôle, au niveau de la concurrence et de la barrière à l'entrée, peu de personnes peuvent venir concurrencer cette startup parce que l'algorithme il est très difficile à développer et surtout il faut aller chercher les partenariats avec les banques, etc. Ensuite, le contrôle. Est-ce que
est-ce que l'entreprise, la startup, elle a le contrôle sur ce qu'elle fait? Bah, entièrement. C'est-à-dire que l'algorithme, il lui appartient plus que jamais. Elle a le contrôle sur ce qui est en train de se passer parce que bah, c'est son algorithme, c'est ses clients. Elle agit comme une apporteuse d'affaires et peut-être que tu as une objection immédiate qui est de te dire ouais, mais pourquoi les banques finalement ne réduisent pas tout de suite leur taux d'intérêt pour s'aligner sur ce que veut proposer finalement Grain Technology? Et bah voilà, si la banque propose 18, Grain propose 12, bah tout le monde se remet à 12 et puis Grain peut être niqué entre guillemets en 2-2. Le problème, c'est qu'encore une fois, le secteur bancaire, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très lent, très difficile à innover et ils préfèrent historiquement racheter des choses que de créer eux-mêmes. Il n'y a qu'à le voir en France. Encore une fois, quand on veut faire un virement en France, juste à un ami, ça prend 2 jours, 3 jours parce que bah, il faut rentrer le bénéficiaire, ensuite il faut attendre 48 heures et puis ensuite le temps que l'argent il arrive, ça prend encore 48 heures et ça c'est sans parler de s'il y a plusieurs pays qui sont dans l'équation, etc. Donc encore une fois, les banques traditionnelles ont des retards conséquents sur tout ça par rapport au mobile banking et donc ça n'arrivera quasiment, enfin c'est une hypothèse qui ne peut clairement pas arriver parce que elles préféreront racheter une startup comme Grain Technology plutôt que de faire ce qu'elles font elles. Et c'est d'ailleurs la possibilité de l'exit, c'est de se dire bah cette startup elle peut clairement se faire racheter par un Bank of America, un Wells Fargo, des grosses banques comme ça. Et c'est clairement l'idée. Donc est-ce qu'elle a le contrôle? Bah finalement elle a plutôt le contrôle parce que bah il y a personne sur le marché en tant que concurrence pour l'instant. Il y a vraiment peu d'acteurs et elle peut encore pour une fois pour l'instant tout contrôler. Scale, est-ce qu'elle peut scaler? Bon, on l'a vu, il y a énormément de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce genre de service. Tous les Américains, tous ceux qui ont des cartes de débit, de crédit sont intéressés par ce genre de choses. Donc oui, elle peut scaler à mort, là il n'y a aucun souci. Et est-ce qu'elle peut déléguer? Bah, j'ai envie de dire, c'est de la fintech, c'est une application, c'est un algorithme, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliers, des centaines d'employés. La personne, elle s'inscrit toute seule sur l'application, elle fait sa demande, elle connecte sa CB, c'est automatiquement validé ou non par l'algorithme. Il y a peu d'intervention humaine et c'est ce qui fait que ça peut vraiment également être délégué très facilement et à moindre coût. Donc ça c'est également très facile. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'ai choisi d'investir dans cette startup parce que vraiment je trouve que c'est un concept vraiment excellent. Donc si on résume vraiment, les millennials veulent plus de cartes de crédit, mais donc ils ont des cartes de débit, mais ils ont la possibilité de transformer provisoirement cette carte de débit en carte de crédit sur des montants qui sont très contrôlés par l'application et grâce à leur algorithme, leur intelligence artificielle et en parallèle ça leur permet de construire le credit score. Ils sont quasiment certains d'avoir un bon credit score puisque bah, l'application fait en sorte de leur prêter de l'argent qu'ils sont normalement en mesure de rembourser et voilà, donc finalement tout le monde a y gagné. La startup a un très gros marché devant elle, les banques gagnent énormément d'argent également avec ces apporteurs d'affaires puisque bah, la banque elle est bien évidemment rémunérée également sur les taux d'intérêt qui vont être versés. En fait ils se partagent les commissions, la banque et l'application et bah, le client lui aussi il est très content parce que finalement il maîtrise son credit score et puis il a des taux d'intérêt qui sont avantageux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'investir dans cette entreprise. Elle vient de lever à peu près 1,5, enfin elle a levé 1,5 million de dollars sur le fonds d'investissement, sur la levée de fonds qu'elle vient de faire et dans laquelle j'ai investi, dans lequel j'ai participé pardon. Et donc l'idée, je te disais, c'est de se faire racheter par un Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, etc. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce projet-là. Est-ce que toi tu y crois? Alors j'espère que je te l'ai bien expliqué parce que c'est vrai que voilà, je suis en voiture, il faut que je me concentre sur la route également. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais l'idée elle est là. Si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je t'ai pas non plus parlé de tout en détail parce que bah, sinon, au bout d'un moment, ça va prendre très longtemps comme vidéo. Déjà, je pense qu'elle dure un petit moment. Mais voilà, moi ça m'a bien séduit comme projet, j'ai investi. Alors peut-être que tu te poses une dernière question, c'est comment Raph tu as trouvé ce projet? Je sais que c'est une question que vous m'avez posée sur Instagram. Comment trouver ce genre de projet? Je te l'ai dit peut-être au début de la vidéo ou pas. Bah, moi, j'ai aucune connaissance dans les startups. C'est pas du tout mon sujet de prédilection. Je suis conscient que c'est important d'investir dans d'equity, comme je te l'ai dit. Ça, par contre, et d'avoir des participations dans des entreprises, d'investir tout court son argent. Mais par contre, moi, les startups, c'est pas du tout mon sujet. Je sais plus ou moins comment analyser une entreprise parce que je le fais déjà pour les actions cotées, les entreprises cotées en bourse. Mais pour autant, les startups ont quand même quelques particularités parce que ce sont des entreprises beaucoup plus jeunes. Donc, faut regarder des choses d'un point de vue différent et etc. Bref, comment j'ai trouvé cette affaire? Bah, finalement, je me suis entouré de gens. Finalement, quand tu n'as pas les connaissances sur un sujet, ce que tu fais, c'est que tu vas avoir des gens qui ont les connaissances sur ces sujets et tu allies tes forces. C'est-à-dire que toi, tu as de l'argent mais tu n'as pas les connaissances sur quelque chose. C'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil pour investir en bourse, pareil dans tout le domaine de la vie. Si tu as des connaissances ou que tu les as pas mais que tu as besoin d'investir dans ce domaine, eh ben, tu t'entoures de gens qui ont ces compétences et qui peuvent t'aider. Donc là j'ai fait exactement la même chose et j'avais fait une vidéo YouTube
il y a de ça peut-être quelques semaines, elle n'est pas très vieille la vidéo, où j'interviewais une personne qui d'ailleurs sera intervenante à mon séminaire à Genève le 5 décembre 2020. Donc si t'as pas ta place, n'hésite pas non plus à la réserver, il y a déjà beaucoup de personnes inscrites. Et cette personne, je l'ai interviewée et c'est via elle que j'ai investi finalement dans cette startup, puisque cette personne a on peut dire finalement l'équivalent, on va dire, d'un fonds, des membres qu'elle regroupe, et tous ensemble on investit finalement dans ces startups. Cette personne va analyser les startups pour nous, elle va faire le tri, parce qu'il faut savoir que dans le milieu des startups également, il y a beaucoup de gens qui vont venir te demander de l'argent. Moi régulièrement sur LinkedIn, par email, j'ai des gens qui me demandent: j'ai une startup, est-ce que tu peux me financer, etc. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de déchets. Moins de 1% des projets que tu reçois généralement sont intéressants à étudier sérieusement. Et donc cette personne, c'est son travail, elle analyse beaucoup de startups. Elle se rend même aux États-Unis plusieurs fois par an, je crois à peu près 4 fois par an, dans la Silicon Valley directement, parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleures startups, les meilleurs incubateurs. Et elle va rencontrer les fondateurs, elle échange avec eux directement, et elle ramène les meilleurs projets, et ensuite elle les propose à son club d'investissement, voilà, qui regroupe plusieurs centaines de personnes, et tous ensemble on met un billet. Et comment ça se passe ensuite? C'est pas on donne l'argent et on sait pas ce qui se passe. Une holding est créée, une holding généralement américaine si la startup elle est américaine, et donc on est tous actionnaires de cette holding, et cette holding elle-même est actionnaire de la startup, ce qui permet de beaucoup simplifier des choses d'un point de vue technique. Parce que s'imagine il y a 1000 investisseurs qui mettent, je sais pas, un X montant d'euros, faut pas que la startup elle ait 1000 actionnaires différents, il faut qu'elle en ait un, il faut que ce soit simple. Et lever de fonds c'est déjà pas forcément quelque chose d'évident d'un point de vue juridique et légal, il faut vraiment que ce soit simple. Donc là c'est vraiment une holding américaine qu'on constitue tous ensemble et qui va investir dans la startup pour que la startup elle ait vraiment qu'une seule ligne en tant qu'actionnaire, et c'est la holding. Donc l'idée elle est comme ça, et l'idée c'est vraiment que voilà, il y a un exit, un rachat ou une introduction, pourquoi pas une IPO comme on dit, et c'est comme ça qu'on fait l'exit et qu'on récupère un billet. Donc cette personne, voilà, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai réalisée avec elle, comme ça tu pourras voir l'interview et peut-être que ça t'intéresse d'investir dans les startups. Voilà, moi j'ai pas la compétence, l'expertise pour trouver les startups tout seul, donc je préfère passer par quelqu'un, même si ça coûte de l'argent, pour avoir des bons projets plutôt que de faire moi-même les choses tout seul et puis potentiellement me tromper, parce qu'encore une fois on entend beaucoup des choses comme 9 startups sur 10 échouent, des choses comme ça. Bon, ça c'est les statistiques à l'ancienne de ceux qui généralement voilà, dans les vieux clubs d'investissement où les mecs ils ont beaucoup d'argent, ils sont assez âgés, ils savent pas trop, ils ont plus cette vision nouvelle, on va dire. Ils investissent un petit peu n'importe comment leur argent parce qu'ils ont plein d'argent, ils savent pas comment faire, donc ils mettent des billes à droite à gauche, et puis ils se disent on verra ce qui se passe. Le problème c'est que aujourd'hui dans les fintech, etc., cette approche un petit peu vieillotte des anciens business angel clubs, c'est pas forcément la meilleure. Bref, l'idée elle est là. N'hésite pas à voir la vidéo dans la barre de description ci-dessous que je te mets. Et n'hésite pas non plus si tu veux à rejoindre le club, ça s'appelle Léonis Investissement, le club Léonis. N'hésite pas à le rejoindre également si tu veux pouvoir recevoir tous ces deals. Et je te mettrai d'ailleurs un petit lien affilié dans la barre de la description. N'hésite pas à passer par celui-ci, et en échange je te ferai des petits bonus, des petits cadeaux avec l'adresse email à laquelle tu pourras m'envoyer un petit email pour dire que tu es passé par le lien. Et comme ça je pourrais te faire des petits cadeau, comme ça c'est win-win. Voilà, écoute, n'hésite pas à me dire si tu as la moindre question. J'espère que j'étais assez clair. C'est vrai que c'est pas le sujet sur lequel je suis forcément le plus à l'aise, les startups, pour parler par rapport à l'immobilier ou les actions et dividendes ou des choses comme ça, mais n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires, et moi je te dis à très vite. Ciao.